Je sais que ça ne va pas s'arrêter. Et je m'attends toujours à recevoir des victimes. C'est pas terminé et ça se terminera jamais. Été 2006, un déluge de bombes s'abat sur le sud Liban. Un mois de guerre entre Israël et le Hezbollah qui fera plus de 1000 morts côté libanais, en grande majorité des civils, et plus de 4000 blessés. Un traumatisme ressenti avec d'autant plus d'intensité ici que cette guerre continue de faire de nouvelles victimes, plus de 2 ans et demi après le cessez-le-feu. Maintenant, depuis juillet 2006, c'est des amputations post-guerre. Post-bombe à sous-munitions le plus souvent. On en voit pratiquement tout le temps. Des amputés comme Mahmoud El-Nemer, 19 ans, qui a perdu son pied en mai l'an dernier en cueillant de l'origan. Ok, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est surtout des adultes jeunes. Il a 18 ans, c'est en pleine force de l'âge parce que c'est des gens qui vont travailler dans les champs. Et c'est là-bas où il y a des mines. Des mines, mais surtout des mini-bombes qui gisent dormantes dans les campagnes, prêtes à exploser. Fruit toxique de ces roquettes et bombes à sous-munitions qui sèment, en détonnant, des centaines de ces petites charges explosives. L'arme parfaite pour annihiler de larges cibles. Les forces israéliennes ont littéralement tapissé le sud Liban de ces projectiles lors de leur guerre contre le Hezbollah. Comme en témoigne cet officier réserviste de l'artillerie israélienne, aujourd'hui plein de regrets. J'ai été là pendant un mois et mon unité a lancé environ 1800 roquettes, soit plus d'1 million de sous-munitions. Au grand total, d'après l'ONU, l'armée israélienne a lancé plus de 4 millions de ces sous-munitions sur le sud Liban, soit 2 fois plus que le nombre utilisé par l'armée américaine et ses alliés lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Une situation que dénonce l'ONG Human Rights Watch. De ces 4 millions de bombes, les estimations varient entre 15 à 20% qui n'ont pas explosé, donc à peu près 1 million de bombes à sous-munitions qui sont restées sur le terrain du Liban Sud et qui continuent à blesser, à tuer des mois après, comme les mines antipersonnelles qui étaient utilisées dans le passé. Une situation d'autant plus grave qu'au sud Liban, beaucoup d'habitants ne doivent leur survie qu'au travail saisonnier effectué dans les champs. Chez les Ayoun, c'est le thym que l'on cueille. Une activité que Racha, 17 ans, pensait sans danger, jusqu'à ce jour de janvier 2007, où sa vie a basculé. J'étais assise ici pour trier le thym et j'ai trouvé un objet dans le sac. Je l'ai jeté par terre et ça a explosé. Quand j'ai vu la jambe de ma fille par terre, j'ai perdu connaissance. J'étais persuadée qu'elle était morte. Racha a été amputé de sa jambe gauche, a dû subir 5 opérations et des mois de réadaptation. Une vie brisée. Je ne peux plus sortir avec mes amis, alors je m'enferme dans ma chambre. Depuis la fin de la guerre, les bombes à sous-munitions ont tué une vingtaine de civils et fait plus de 220 blessés ici. Une tragédie qui s'étend pourtant bien au-delà des chiffres. Quand on fait des statistiques, on dit qu'il y a tant de victimes de bombes à sous-munitions. Mais on doit voir tout ce qu'il y a autour de cette personne. Combien de personnes sont à la charge de cette victime? Et ça fait beaucoup plus que ce que les statistiques donnent. Autant de drames qui touchent et viennent hanter le personnel de ce centre de réadaptation. À commencer par le docteur Fatiha El-Hor, directrice médicale ici depuis 13 ans. On se dit qu'avec le temps, peut-être qu'on va être insensible. Avec le temps, on s'est habitué. Avec le temps, toutes les victimes se ressemblent. Mais c'est pas vrai. Un gosse qui s'amuse, il trouve un corps étranger et qui lui saute entre les mains, ça, on s'y habitue jamais. On s'y habitue jamais. Après avoir fui les combats de l'été 2006, la population du sud Liban était pressée de revenir à la maison. Personne ne se méfiait, tout danger semblait écarté, la guerre était finie. Comme presque tous ses voisins, Mohamed Jafar n'avait alors jamais entendu parler de bombes à sous-munitions, jusqu'au jour où il voit un objet étrange accroché à une branche d'arbre. Je l'ai pris dans ma main et ça a explosé. Après un mois aux soins intensifs, Mohamed s'est réveillé presque aveugle et sourd, et surtout
sans main droite. Cette situation est pire que la guerre. Quand c'est la guerre, au moins, vous pouvez vous enfuir, vous protéger. Mais les bombes à sous-munitions, c'est très sournois. On ne s'y attend pas. Et ça fait de vous un handicapé à vie. L'armée israélienne a décliné notre demande d'entrevue, mais nous a expliqué dans une lettre avoir été obligée d'utiliser les bombes à sous-munitions pour répliquer aux tirs de roquettes du Hezbollah, précisant du même coup que ces armes étaient conformes au droit international, ce que contestent toutefois beaucoup d'organisations humanitaires. Les armes elles-mêmes n'étaient pas illégales, mais l'utilisation qui a été faite de ces armes par Israël était illégale. Il y a un principe de base dans les conventions de Genève. Il faut distinguer entre les combattants et les civils, quelle que soit l'arme utilisée. Ce qui est particulièrement troublant, c'est qu'Israël a lancé 90% de ses bombes à sous-munitions lors des 3 derniers jours de la guerre, alors qu'un cessez-le-feu était pourtant en vue. Les habitants du Sud-Liban ne nous ont rien fait. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous tire dessus à partir d'un champ qu'il faut punir le village d'à côté au complet. Cette arme n'aurait jamais dû être utilisée de cette façon. Edo Medix est bien placé pour le savoir. Il reconnaît avoir saturé le Sud-Liban de sous-munitions comme on lui avait ordonné. Depuis, il n'endort plus la nuit. Malgré le tabou, malgré le risque, il a aujourd'hui choisi de dénoncer ouvertement l'armée israélienne. Sa conscience, dit-il, l'exige. Personnellement, j'ai honte et je suis dégoûté. Ce qu'on a fait est un horrible acte d'agression, totalement disproportionné, terriblement violent, complètement injustifié. De la violence gratuite contre des gens innocents. En plus du désastre humain, les pertes économiques sont incalculables. Plus de 2 ans après la guerre, Mahmoud al-Masri n'a toujours pas accès à plus de la moitié de ses plantations d'agrumes et d'olives. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette guerre, ces bombes, on ne les a pas choisies. On ne peut plus aller au champ et faire les récoltes sans risquer de perdre une main ou un pied. Pour nous, c'est une catastrophe. L'ONU estime à 48 km², soit l'équivalent de près de 9000 terrains de football, les terres qui ont été contaminées par des bombes à sous-munitions. Si la plupart des routes principales et des villages ont été déminés, une bonne partie des champs reste toujours inutilisable. Une situation que s'affairent à corriger ces casques bleus italiens. Un travail extrêmement fastidieux et surtout dangereux. Depuis 2006, 60 démineurs ont été tués ou blessés ici dans l'exercice de leurs fonctions. All the operators are working in this ground with the dangers in front of them. So the stress is a high level. Les différentes équipes internationales de déminage ont déjà détruit plus de 150 000 sous-munitions. Personne ne peut cependant dire combien il en reste, car le déminage se fait à l'aveuglette. L'un des problèmes de base, c'est qu'Israël a refusé de donner les coordonnées d'où ils ont tiré les bombes à sous-munitions. Ils auraient sauvé des vies et ils ont échoué à faire ça après la guerre. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, que les victimes ne comprennent pas et que les démineurs ne comprennent pas. Dans la lettre qu'elle nous a fait parvenir, l'armée israélienne affirme avoir remis à l'ONU des cartes des régions bombardées. Des cartes qui ne précisent cependant ni les coordonnées exactes des cibles, ni le type de munitions employées. L'ONU l'a déjà dit, les cartes qu'Israël a données sont totalement inutiles. Ce ne sont pas les cartes qui avaient été réclamées. Une réticence de l'armée israélienne qui cache forcément quelque chose, d'après cet officier réserviste. Si des villages ont effectivement été visés intentionnellement, alors c'est clairement un crime de guerre selon la Convention de Genève. Et je crois que c'est pour ça qu'Israël ne donne pas à l'ONU les coordonnées exactes de nos tirs. Parce que ces coordonnées pourraient prouver que l'on a effectivement commis des crimes de guerre au Liban. En décembre dernier, à Oslo, en Norvège, un traité international d'interdiction des bombes à sous-munitions a vu le jour. 94 pays, dont le Canada, ont apposé leur signature au bas du traité. Israël et les États-Unis ont refusé de signer. Je sais que si ça doit reprendre, on va le réutiliser une deuxième fois.
Là, non. Et s'il y a une arme qui peut être plus traumatisante, on l'utilisera. Ça, j'en suis persuadée. Et du moment qu'on est là, qu'on est dans cette région, ça ne s'arrêtera pas.